Alors, bonjour à tous, c'est Laetitia au cœur de Soi TV. Alors, aujourd'hui, nous accueillons le docteur Christian Talchaleur. Bonjour. Bonjour Laetitia. Alors voilà, vous savez, actuellement, je souhaite développer des vidéos sur la santé holistique. Et le docteur Christian Talchaleur est un médecin généraliste qui s'est spécialisé dans la médecine holistique. Donc, c'est pour ça que je souhaitais échanger avec lui. Vous êtes également ostéopathe, acupuncteur, naturopathe, et donc ça, on va y revenir par rapport à l'alimentation, conférencier, et vous avez écrit de nombreux livres, et vous faites partie d'un groupe de thérapeutes holistiques avec la santé globale.world. Je mettrai les références à ce moment-là. Donc, premièrement, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la médecine holistique? Oui, c'est une très bonne question. Alors, ma démarche était la suivante. J'étais un jeune médecin généraliste classique au départ, mais je me suis vite aperçu que la médecine qu'on m'avait appris, c'est comment voir des gens, diagnostiquer leur maladie et les traiter avec des produits chimiques qui, en fait, vont les empêcher de se guérir. C'est quand même paradoxal, mais c'est la réalité, parce que ce n'est pas la chimie qui nous guérit. Ce que j'ai découvert, c'est que la guérison vient toujours de l'intérieur, c'est le corps qui se guérit lui-même. Et que donner au corps des vaccins ou des produits chimiques, c'est pas la bonne solution. Alors, du coup, comme je me suis rendu compte que cette médecine qu'on m'avait appris, c'est comment prendre des gens malades et les soigner avec des médicaments chimiques pour qu'ils restent malades toute leur vie, j'ai eu un choc et je me suis réveillé à d'autres médecines. Alors, j'ai découvert les autres médecines, la médecine chinoise, la médecine aztèque, l'homéopathie, l'ostéopathie, etc. Et j'ai fait tout un parcours. Et c'est là que j'en suis arrivé à comprendre ce que la médecine holistique. La médecine holistique, en fait, c'est de tenir compte de la totalité de l'être humain. Parce que le drame de la médecine conventionnelle, c'est qu'elle s'occupe du corps physique. C'est bien. Ou certains naturopathes aussi, ils s'occupent du corps physique. C'est bien, mais c'est totalement insuffisant. L'image que j'ai, moi, c'est un cheval. Il a 4 pattes, il galope. Mais un cheval qui voudrait courir sur une seule patte ou sur deux, ça va pas. Eh bien, notre santé, c'est pareil. Nous avons 4 corps. Le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Ça, c'est la réalité de l'être humain. Et c'est ce qu'enseignent les chamans, les médecins depuis des millénaires. Nous ne sommes pas qu'un corps physique. Alors, cette vision a ceci d'intéressant, c'est qu'elle enlève déjà quelque chose d'important, qui est la peur de mourir. Parce que regardez, aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur de mourir. C'est comme ça qu'on les tient. Si vous ne prenez pas le vaccin, vous allez mourir. Alors, mettez votre masque. Et toute cette peur, elle est liée à la peur de mourir. Mais quand on comprend que seul le corps physique peut mourir, alors cette peur, elle tombe. Parce que le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel ne peut pas mourir. Ce sont des vibrations, des ondes. Ah, ça permet déjà d'enlever un gros poids qui est cette peur de mourir. Et puis D'accord, après, la question que ça pose, c'est de dire que ce corps de lumière, qui est la partie de nous divine, si vous voulez, non seulement nous donne la vie, parce que c'est le flot de lumière qui passe à travers nous qui nous fait vivre, mais peut aussi nous inspirer, peut aussi nous guider pour faire ce qui est bon et juste pour nous et pour le monde. Et quand on est relié à son corps de lumière, on va être sur un chemin d'indépendance et qu'on va arrêter d'obéir à quelqu'un d'autre. On ne va pas faire quelque chose parce que le docteur me l'a dit ou le prêtre ou les autres. On va faire ce qu'on sent qui est juste à l'intérieur. Et ça, c'est la dynamique holistique. Et moi, ce qui me passionne avec ça, c'est que cette dynamique holistique que j'enseigne depuis maintenant un demi-siècle, mais ça m'a permis de voir beaucoup de gens guérir. Parce que quand on comprend que la guérison ne va jamais venir d'un traitement ou d'un médicament, mais d'une démarche intérieure, alors on peut devenir artisan de sa guérison. J'ai fait un livre d'ailleurs là-dessus, qui s'appelle Artisans de leur guérison, et qui est un livre intéressant parce qu'il prend simplement des histoires de gens qui ont des maladies gravissimes, vraiment graves, et qui, par une démarche personnelle, physique, émotionnelle, mentale et spirituelle, se guérissent. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est que, quel que soit le nom de la maladie, on peut se guérir. Il n'y a rien. Si on vous dit, ah ben c'est comme ça, vous êtes fichu, tout, non, 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 non. Tout peut être guéri à condition de faire une démarche globale. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez un petit peu plus définir bien le corps donc physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel, vraiment pour qu'on ait un aperçu concret? Tout à fait. Alors, le corps physique, ça on le connaît. On Oui. sait qu'il faut le traiter correctement, que si on mange trop, si on prend par exemple trop de... Pour donner un exemple, une des choses qui tue les gens d'une manière incroyable, c'est la viande. J'ai fait un livre là-dessus qui s'appelle La viande et le lait. Ce sont des aliments d'une toxicité terrible. Et les gens ne le savent pas. Alors, ils mangent des choses qui tuent des animaux qui
auraient le droit de vivre, et ça va les rendre malades, et ça détruit les forêts en plus. Donc, il y a toute une éducation à faire des gens au niveau de qu'est-ce qui est bon pour le corps physique, au niveau alimentaire, au niveau, bien sûr, de l'exercice. C'est évident qu'on n'est pas fait pour rester assis toute la journée. Il y a des choses. Alors, le problème est le suivant, c'est que beaucoup de gens, ils s'occupent bien du corps physique. Ils font du sport, ils font attention, ils dorment assez, ils mangent bio, ils font des jeûnes, enfin, ils font des choses bien. Ils ont compris les bases de la naturopathie, si vous voulez, qui est bien s'occuper du corps physique. Mais si il ne faut pas aussi une démarche au niveau de s'occuper de leur corps émotionnel, du commentaire du corps spirituel, ça ne marche pas. Et moi, j'ai ça tout le temps. Je dis, docteur, je ne comprends pas, je suis dans la santé depuis des années, et voilà que j'ai un cancer. Alors, je dis, oui, mais qu'est-ce que vous faites au niveau du corps émotionnel? Et le corps émotionnel, pour résumer, c'est la gestion des émotions. Alors, le modèle qu'on a, la bonne gestion des émotions, c'est l'enfant de 3 ans. Parce qu'un enfant de 3 ans, il n'obéit pas à ses parents. Il est relié à son corps de lumière, il n'obéit qu'à lui. Et son corps de lumière lui dit, tu es sur Terre pour apprendre des tas de choses, joue et sois heureux. Et l'enfant, il est heureux tout le temps. Mais il n'a pas appris le contrôle. Le drame, c'est qu'à partir de 4 ans, dès que l'enfant a le cerveau gauche qui est activé, l'intellect, il commence à parler, etc., et on commence à lui dire, non, 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 tu arrêtes d'obéir à toi-même, tu obéis à tes parents. Et la première chose que les parents disent, c'est tais-toi. Et l'enfant, dans le monde du stress, il apprend à ne plus lâcher ses émotions. Ça, c'est le drame. Alors, du coup, après, il va à l'école, on va lui apprendre des tas de choses intellectuelles, on va l'obliger à rester assis sur une chaise 1 heure entière, ce qui est inhumain, mais au moins, il y a la récré. La récréation, l'enfant, là, il a encore des émotions qui peuvent sortir. Mais quelques années plus tard, à 10 ou 12 ans, à la récré, il ne crie plus, il ne bouge plus, il fume une cigarette. Il est devenu comme les adultes, c'est-à-dire quelqu'un qui ne vit plus ses émotions. Le drame des adultes, c'est qu'ils peuvent dire « je suis triste, je suis en colère », mais le corps ne le vit plus. Parce que si je dis « je suis triste », ça ne va pas permettre à la tristesse de sortir. Alors que si je reviens à un enfant de 3 ans qui pleure, qui crie, qui vit l'émotion, alors elle peut s'en aller. Et moi, Là, j'ai une question. Oui, vous enseignez ça, mais justement, j'étais infirmière pendant 10 ans et j'ai vu effectivement l'impact des émotions sur l'état de santé. Donc, si je comprends bien, concrètement, c'est d'abord quelque part un déséquilibre au niveau des corps émotionnels, mental ou spirituel qui va après influencer le corps physique. Ce n'est pas lui qui a influencé en premier, lui, c'est la conséquence. Oui, alors ça joue dans les 2 sens, parce que c'est vrai que je donne un exemple, quand on mange trop de protéines animales, la souffrance de l'animal, on l'absorbe. Émotionnellement, ça va perturber votre corps émotionnel. Mais inversement, si j'ai de la colère, cette colère, s'il ne sort pas, elle va bloquer mon système immunitaire. Alors, pour donner un exemple très simple, il suffit par exemple de rire. Si je ris, comme ça, même sans raison, automatiquement, le fait de rire, qui libère les émotions, va faire que mon corps fabrique des endorphines. Et c'est ça que dès qu'on rit, eh ben, la douleur s'en va. Si j'ai mal et que je reste comme ça, la douleur, elle reste. Mais si je ris, je libère des endorphines. Et l'idée est simple, c'est que par le rire, ou par la gesticulation, ou par des sons, par des gestes comme font les enfants de 3 ans, dès que je laisse l'émotion sortir à travers mon corps physique, automatiquement, mon corps physique va beaucoup mieux. Et puis, oui. L'autre avantage de ce travail sur les émotions, c'est qu'au moment où j'ai libéré mes émotions, naturellement, mon cerveau gauche, qui est toujours à un rythme rapide, les problèmes, les soucis, il se calme. Parce que le meilleur moyen de calmer le cerveau gauche, quand on est trop dans la tête, c'est de lâcher les émotions. Quand on a dansé un petit moment, le cerveau gauche se calme et le cerveau droit s'ouvre. Et à ce moment-là, on peut entrer dans ce que j'appelle le monde des chamans. C'est-à-dire que quand le cerveau droit s'ouvre, la connexion spirituelle peut se faire et on entre dans d'autres états de conscience que le cerveau gauche. On entre dans la paix, la joie, l'amour. J'ai rien inventé. Jésus l'a dit il y a longtemps en disant que le royaume des cieux, qui est l'ouverture spirituelle, est pour ceux qui redeviennent de petits enfants. Donc, l'idée du corps émotionnel, c'est quand j'ai lâché mes émotions, eh bien, tout d'un coup, naturellement, je me détends, je peux faire des voyages intérieurs, méditer, explorer les mondes non matériels. D'accord. C'est important de comprendre que la matière, c'est juste une longueur d'onde. Oui. Et cette longueur d'onde, elle a son intérêt, mais il y en a d'autres. Quand on peut aller explorer d'autres longueurs d'onde, on va découvrir tous ces mondes non matériels. Le monde des anges, des fées, des guides spirituels, des ancêtres. On ouvre sa conscience à d'autres réalités et ça donne du piment dans la vie. Ça donne une spiritualité qui n'est plus de l'intellect, des croyances. Tu dois croire que Dieu s'appelle Allah, autrement je te tue. On a tué beaucoup de gens dans des religions parce que les religions donnent des concepts de croyances auxquels il faut croire.
Alors que la vraie spiritualité, pour moi, c'est celle des chamans, c'est ne crois rien, mais va explorer toi-même ces mondes. Et ce que tu vas trouver dans ces mondes, si tu l'as vécu, ben, c'est à toi. Ah oui, C'est la d'accord. réalité que tu as vécue. Voilà. Bien sûr. Merci. Et le corps mental, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Alors justement, le corps mental, c'est le cerveau gauche et le cerveau droit. Le cerveau gauche, on le connaît, c'est l'intellect, c'est la raison, c'est la parole, c'est l'analyse, c'est le côté masculin. Et le cerveau droit, c'est le côté féminin, qui s'ouvre justement à l'intuition, au rêve, à l'imagination et une spiritualité de connexion avec les forces spirituelles. Donc le problème, c'est de créer une harmonie entre les deux. D'accord. D'accord, merci Tal. Eh bien, du coup, j'aimerais revenir donc sur le système immunitaire et donc particulièrement sur le corps physique. Déjà, parce qu'on entend beaucoup parler justement dans le contexte actuel du système immunitaire qui est notre allié le plus important, le plus vigilant pour nous protéger. Et donc, est-ce que tu peux déjà nous définir ce qu'est le système immunitaire, s'il te plaît? La croyance la plus répandue dans la société, c'est cette croyance qui vient de la peur et qui veut nous faire croire, c'est ce que nous dit toute la journée les médias, la télévision, c'est que vous avez peur peut-être, mais quelque chose d'extérieur, un médicament ou un vaccin, ah, ça y est, on va vous sauver. Or, ça, c'est un mensonge colossal, parce que la guérison ne vient jamais de l'extérieur. La guérison, elle vient justement de ce système immunitaire. Le système immunitaire n'est pas, comme on l'a cru, un système de lutte contre, qui va lutter contre ces méchants virus, ces méchantes bactéries. Non, le système immunitaire, c'est un hymne à l'unité. Et c'est un système d'une intelligence colossale, n'est-ce pas? Nous avons des milliards et des milliards de réactions chimiques chaque seconde dans notre corps. Nous avons des millions de globules rouges ou blancs qui naissent. Tout ça, c'est d'une intelligence cosmique colossale. Et c'est ça, notre système immunitaire. C'est un système qui gère non seulement nos cellules, mais les milliards, parce que vous savez qu'on a plus de virus et de bactéries que de cellules dans notre corps. Oui. Donc, tout ça, virus, bactéries, cellules, etc., c'est un ensemble d'une complexité fantastique. C'est inouï. C'est génial. Et le système immunitaire, il est là pour faire son travail et gérer ce qu'il faut, c'est-à-dire garder ce qui est bon pour lui et éliminer ce qui n'est pas bon pour nous. Il fait ça jour et nuit de façon magique. Mais évidemment, le problème, c'est que ce système immunitaire ne peut plus faire son travail si on mange mal, on dort pas assez, on bloque nos émotions, on fait pas de sport. Tout ça, c'est un mode de vie qui est immunodestructeur. Et quand on détruit son système immunitaire parce qu'on l'empêche de faire son travail, alors la maladie apparaît. Mais dans cette vie, la maladie n'est jamais un ennemi qui nous attaque. Cette croyance, oh là là, c'est parce qu'on a touché grand-maman qu'elle a attrapé le coronavirus, c'est complètement ridicule. Ce sont des croyances aberrantes. C'est Pasteur qui a introduit tout l'Occident dans cette fausse vision de croire que la maladie vient de l'extérieur. J'ai attrapé la grippe. Ou j'ai attrapé. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. La réalité, c'est que le corps, quand le système immunitaire a trop de travail et qu'il n'arrive plus à gérer tout, eh bien, une maladie arrive. Et la maladie, en fait, c'est un appel au changement. La maladie, parce que comme disait Hippocrate il y a 2000 ans, toutes nos maladies sont le résultat de nos habitudes de vie. Si on vit agréablement, sainement, avec un bon équilibre, pas de raison d'être malade. Mais si on a des déséquilibres, alors, et que le système immunitaire ne veut plus faire son travail, la maladie apparaît. Et la maladie, c'est toujours un effort du corps pour se guérir. Alors, le drame de notre société actuelle, c'est que quand la maladie arrive, au lieu d'aider le système immunitaire à la gérer et à aller vers la guérison, on bloque tout. Un antibiotique pour casser tous les microbes, on coupe la fièvre, ce qui est un drame. Encore l'autre jour, j'entendais ça à la radio. Il faut que j'arrête juste ça. C'est un téléphone. Voilà. Parce que j'entendais un médecin dire, oui, vous comprenez, quand un enfant a de la fièvre, ce qu'il faut, c'est lui donner du paracétamol pour faire baisser la fièvre. Ben, faire baisser la fièvre, c'est un acte criminel. La fièvre, c'est un mécanisme merveilleux de guérison. Et quand on laisse les enfants faire leur fièvre, alors bien sûr, si elle est trop forte, il faut juste savoir qu'à ce moment-là, on met l'enfant dans un bain froid pour qu'elle baisse un peu. Mais donner des médicaments chimiques toxiques à un enfant sous prétexte qu'il a de la fièvre, ce sont des fautes graves. C'est des choses qu'on fait par inconscience. Il faut respecter le corps, que s'il fait de la fièvre ou si, bref, quoi qu'il fasse, il fait son travail. Et si on soutient le corps, la maladie est une étape de guérison. Tout à fait. Merci, Tal.
du coup, alors, est-ce que tu aurais des conseils justement pour renforcer ce système immunitaire? Donc, tu as parlé donc, de l'alimentation, de l'activité physique. Est-ce que nous pourrions revenir sur l'alimentation? Je sais que tu es aussi spécialisé sur Oui. l'alimentation vivante. Est-ce que tu peux nous en parler? Et est-ce que bien Alors, sûr, en lien avec le système immunitaire? alors, ce que j'ai compris en alimentation, c'est qu'il y a une règle toute simple, qui est la règle des 3 V, mais qui Voilà. permet d'avoir une vue claire. C'est que la règle des 3 V, c'est que le premier V, c'est le V de végétal. Le corps humain a été fabriqué par Mère Nature ou Dieu le Père, comme vous voulez, pour manger des végétaux. Tout ce que vous mangez qui vient de l'animal vous rend malade. Et ça, c'est prouvé par des grosses études maintenant, portant sur des dizaines, des centaines de milliers de gens. Plus les gens mangent de produits animaux, viande et produits laitiers, plus il y a de maladies. Plus les gens se nourrissent de végétaux, moins ils sont malades. C'est-à-dire, pour une des raisons pour lesquelles c'est assez intéressant de voir avec le coronavirus actuel, c'est que les pays d'Afrique et d'Asie sont beaucoup moins touchés que les pays occidentaux. Et une des raisons, c'est qu'ils mangent beaucoup, beaucoup moins de produits animaux. Vous voyez, dans les D'accord. pays d'Afrique, les gens, c'est pas qu'ils mangent pas de viande du tout, mais ils n'ont pas l'argent pour se manger des grosses steaks. Donc, ils ont très peu de produits animaux. Alors, le premier V, c'est donc le V de végétal. Le second V, c'est le V de vivant. C'est que si vous avez des végétaux, mais que tout est cuit, il n'y a plus d'enzymes et de vitamines. Donc, il faut aussi avoir des aliments crus. Pas que ça, mais assez pour avoir des enzymes et des vitamines. Puis le troisième V, qui est très sympathique, c'est le V de varié. C'est que les gens, par exemple, qui mangent toujours tout cru et qui font de ça une sorte de secte, c'est pas bon. Le V de varié, c'est la variété. Il faut changer. Si vous êtes malade, oui, faites de l'alimentation vivante le temps de vous guérir. Mais une fois que vous êtes guéri, allez au restaurant pendant 3 jours, faites quelque chose. Vous voyez, Mm. la clé, c'est que la santé, c'est une dynamique du changement. Et tout ce qu'on fait de manière figée, répétitive, finit par nous empoisonner. Tout à fait. Donc, on peut se rendre malade en mangeant très bien, si j'ose dire. C'est l'alimentation vivante, c'est très bien, mais il ne faut pas que ça nous fasse devenir, on ne va plus jamais avec les autres, on est devenu quelqu'un de fermé dans une sorte de secte alimentaire. Il faut être mobile. Et cette mobilité, elle est que l'alimentation vivante, si vous êtes malade, ça vous aide à guérir vite. C'est génial. Mais une fois que vous êtes guéri, vous pouvez pendant un temps faire autre chose et manger votre chocolat préféré. Il n'y a rien qui est toxique. Parce que, en fait, le problème, ce n'est pas le poison, mais c'est la répétition. Parce que rien n'est mauvais en soi. Mm. Un morceau de chocolat ou un steak frites ou un gâteau, ce n'est pas ça qui nous tue. Mais trop, c'est trop. Il faut que ça soit occasionnel. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'avant, par exemple, les gens mangeaient de la viande, mais rarement. Ils tuaient le cochon une fois par année. Mais le Oui, reste de c'est vrai. l'année, en France, par exemple, les paysans, ils mangeaient pratiquement de la viande rarement. C'est que les rois qui pouvaient en manger. Nous, on a pris des habitudes de consommation. Et alors, les aliments industriels, j'en parle pas, c'est la catastrophe sans nom. Mm. Les aliments industriels sont bourrés de chimie, ils n'ont plus de vitalité. Enfin, c'est une vraie catastrophe. Donc, il faut sortir de ces normes Mm. sociétales. Et, Mm. parce que beaucoup de gens, ils ont le caddie plein quand ils sortent du supermarché. Mais leurs cellules meurent de faim. Parce Eh que oui. les aliments qu'ils mangent sont complètement dévitalisés et plein de chimie. Je voulais revenir, Tab, justement sur les croyances. Alors, en ayant été infirmière, les retours que j'avais, c'était donc, ben non, si je ne mange pas de viande, ben je vais avoir des carences en fer. Si je suis végétarienne, j'ai des carences en vitamines. Donc, est-ce que tu peux revenir là-dessus sur ben, des fausses croyances peut-être, mais également, effectivement, il y a des besoins dans l'alimentation végétale. Est-ce qu'il y a des besoins et des carences comme la vitamine B6, B12 et B9 à laquelle je pense? Où il faut des compléments alimentaires. Alors, moi, ce que j'ai découvert dans ce parcours, notamment en allant à l'Institut Hippocrate, qui est une école de santé extraordinaire qui est en Floride et qui, depuis D'accord. un demi-siècle, ils ont vu passer des dizaines, des centaines de milliers de gens qui arrivent très malades et qui, 3 semaines après, repartent en pleine forme. Parce que la base, là-bas, c'est l'alimentation vivante. On mange là-bas des graines germées, des petites choses. Mais ils y ont ajouté toute la naturopathie, les techniques de santé, et c'est vraiment un lieu remarquable. Eh bien, le renseignement, c'est que quand on mange des aliments vivants, on a tout ce qu'il faut dedans et on n'a pas besoin de rajouter quelque chose. La croyance, certains véganes ont ça. Ils croient que Mm. si on est végane, oui, mais il faut rajouter la B12. Ce sont des croyances illusoires. La réalité est tout autre. Si j'ai des aliments vivants tels que la nature me donne, des fruits, des légumes, des graines, notamment des graines germées. Les graines germées, ce sont des aliments sensationnels, qui ont une énergie fantastique. C'est aujourd'hui l'aliment de presque tous les marathoniens. Dans les sports Oh. d'endurance, ils ont vu comment manger des graines germées pendant un mois, et ils ont beaucoup plus d'énergie que s'ils mangent des poulets. Donc, graines germées, fruits, légumes, ces aliments contiennent tout. Mais souvent, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les carences ne viennent pas
parce qu'on n'a pas ce qu'il faut dans l'alimentation, mais elles peuvent venir d'autres sources. Si justement je garde mes émotions bloquées, je vais vers des carences alors que dans mes aliments, il y a ce qu'il faut. Parce qu'il faut tenir compte d'un ensemble. Alors, le concept qui va avec ça, c'est que certaines carences viennent d'un manque, et à ce moment-là, si je manque de fer, par exemple, je vais manger de la betterave, ça va donner du fer naturel, je vais compléter ma carte. Mais beaucoup de carences ne viennent pas d'un manque d'apport, mais d'états psychologiques. Si, par exemple, je ne m'aime pas, je trouve que je suis moche, j'aime pas ma vie, ben, je vais me dévaloriser et je vais m'anémier. Je vais manquer de fer. Donc, je vais avoir des états de carence qui ne viennent pas d'un manque d'apport, mais qui viennent d'une attitude qui fait que je n'absorbe pas le fer. Si, par exemple, je trouve que je vaux rien, il y a une logique, je trouve que je ne vaux rien. Bon, ben, du coup, le fer, qui est un élément de force, je ne le prends pas. Parce que je ne m'aime pas. Ah, d'accord. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours tenir compte d'un ensemble. Le côté physique, mais aussi le côté émotionnel, psychique. Parce que moi, j'ai vu des gens changer leur état simplement par leur attitude. Alors, moi, la croyance, alors ceci dit, je n'ai rien contre les compléments alimentaires, parce que quand quelqu'un est très déséquilibré, les compléments alimentaires, que ce soit des algues, que ce soit du pollen, de la spirule, enfin, il y a toutes sortes de choses, sont des sortes de super aliments naturels, eh bien, ça va aider la personne à se rééquilibrer. Donc, ça va l'aider sur ce chemin. Et plus les gens se rééquilibrent, plus ils ont naturellement envie de choses naturelles. Plus quelqu'un est intoxiqué, plus il a envie de pain, de fromage, de steak, parce que ces aliments lui donnent un coup de fouet. N'est-ce pas le propre de la viande? C'est que quand vous en mangez, le corps, pour digérer la viande, il va mobiliser beaucoup d'énergie. Donc pendant 2 heures, globules blancs, globules rouges, la tension monte, ça circule à fond pour digérer cette viande. Alors pendant 2 heures, vous avez de la force. Et vous dites, oh, la viande me donne des forces, c'est formidable, j'adore mon steak. Puis 2 heures après, boum, vous êtes fatigué. Alors que quand vous mangez des végétaux, vous n'avez plus ces à-coups. Vous n'avez plus l'effet stimulant, rapide, et vous n'avez plus le coup de pompe 2 heures ou 3 heures après. Vous avez une énergie lente, douce et agréable. Donc ça, c'est des choses à expérimenter. Alors moi, mon enseignement là-dedans, c'est que je dis aux gens, ne croyez pas le docteur Chalet ni personne d'autre, parce que je ne veux pas être un gourou. On traité comme ça de gourou sur une chaîne de télévision. Le gourou, vous voyez ce que je dis? Parce qu'ils ne comprennent pas tout ça. Alors, ils essayent de mettre ça dans des cases qu'ils connaissent. Alors, pour eux, dès qu'on a une autre idée, on est complotiste ou sectaire. Parce que c'est les cases qu'ils ont. Mais, je dis aux gens, faites des expériences personnelles. Parce que c'est ça qui compte. Si vous êtes malade, vous avez des rhumatismes, OK, 1 mois d'alimentation vivante et vous verrez. Et je peux vous garantir qu'après 1 mois d'alimentation vivante, vos douleurs rhumatismales auront déjà bien diminué. Si en plus, vous lâchez vos émotions et que vous reliez à votre énergie spirituelle, vous allez guérir encore plus vite. Mais l'idée de base, c'est qu'il faut aller dans une direction qui est végétale, vivant, variée, mais avec pas à pas. Il ne faut pas passer trop brutalement. Parce que la plupart des gens, le problème, c'est qu'ils ne mangent pas pour se nourrir, ils mangent parce que ça les stimule. Parce qu'ils sont fatigués, alors ils prennent un peu de sucre ou un peu de viande, ils prennent des aliments pour avoir un coup de fouet. Mais du coup, au bout d'un moment, ils prennent des coups de fouet toute la journée, alors ils prennent des kilos en trop, et puis ils ont des moments d'excitation, des moments de fatigue. Mais ils n'ont plus une énergie agréable, tranquille. Et c'est ça qu'il faut peu à peu retrouver en se dépolluant des choses les plus toxiques et en découvrant la joie d'être devant des choses naturelles. Vous voyez, un enfant, naturellement, vous lui donnez une pomme, des choses naturelles, il aime. Mais un enfant qui était habitué à manger McDo et des produits sucrés, au bout d'un moment, il n'aime plus ça, il ne veut plus de légumes, il ne veut plus de fruits, il ne veut plus que des choses qui sont devenues des drogues, des toxicomanies alimentaires. D'accord. Livré de ça, c'est ça. D'accord, merci Tal. Je voulais revenir avec toi justement par rapport au contexte actuel. Est-ce que tu aurais des conseils en termes d'alimentation notamment pour nous faire comme un cocktail Oui. pour vraiment nous booster notre système immunitaire et notre état de santé général? Alors, il y a des choses que l'on sait, par exemple des choses simples, la vitamine D, en hiver, la plupart des gens en manquent. Donc, prendre un peu de vitamine D végétale, c'est un des moyens de protection pour garder l'immunité en bon état. Et maintenant, même là, après une année entière, même la France a commencé, l'Académie de médecine a osé, ils ont commencé à oser parler un peu de santé. Parce que ce qui est inouï dans cette histoire du coronavirus, c'est que les autorités ont parlé santé. Pour eux, la santé, c'est que des vaccins et des médicaments. Mais ils ne parlent pas du reste. Alors, un peu de vitamine D, c'est bien. Il y a aussi le zinc. Donc, il y a des choses naturelles qui fonctionnent. Donc, quand les gens, il y a des plantes, il y a l'artémisia qui est une plante merveilleuse. Donc, quand les gens, il y a l'aromathérapie, il
tout ce qui va dans le sens de la nature, le but, c'est d'avoir, que ce soit par des huiles essentielles, que ce soit par des aliments vivants, que ce soit par des compléments alimentaires, etc., c'est d'avoir une dynamique où on va donner à notre corps les éléments dont il a besoin. Et quand les gens font ça, leur immunité fonctionne bien. Et à ce moment-là, où ils ne tombent pas malades, ou s'il faut une maladie, elle dure 2-3 jours et puis c'est tout. Mais ils ne font plus de choses graves. La prévention, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est de prendre la vitamine D, C et du zinc. Tu es d'accord avec ça? Tout à fait. Oui. Ouais. Et par contre, si on l'a, donc si, on a un état vibratoire qui fait que le virus, on le contracte, qu'est-ce que tu conseilles à ce moment-là? Il faut jeûner, il faut prendre l'artémisia, qui est encore beaucoup mieux que l'hydroxychloroquine, parce que c'est déjà un peu chimique, l'hydroxychloroquine, mais enfin, il y a des médicaments simples. Mais l'idée de base, c'est que si on prend ou de l'artémisia, de la tisane d'artémisia, ou de l'aromathérapie, des plantes, eh ben, on va guérir très naturellement et très vite. L'aromathérapie, j'ai entendu le Ravinzara et le tea tree. Exactement, c'est les deux. Ravinzara, c'est une plante formidable. Oui. Et à Madagascar, où le président a eu la sagesse de ne pas vacciner et de donner de l'artémisia, ils n'ont que 300 morts du Covid en une année. Donc, c'est extraordinaire à Madagascar pour ça. Et du coup, le président a dit non, je ne veux pas de vaccin. C'est pas courageux, parce qu'il a vu que les plantes et la vie saine, ça marche très bien. Mais complètement. Mais du coup, ici, nous, on n'a pas d'artémisia et l'hydroxychloroquine, il faut aller à l'hôpital pour en avoir. Justement, oui, mais on peut trouver, il y a plusieurs solutions. L'artémisia, on peut en trouver, il faut aller sur le site, la maison de l'artémisia. Et là, on peut trouver des adresses, il y a des gens qui ont. C'est une plante formidable, l'artémisia. C'est grâce à elle que plein de gens ne meurent plus de la malaria en Afrique. Oui. C'est une plante formidable. Alors, il y en a d'autres aussi, Ravinsara, etc. Donc, le truc, c'est de comprendre que les plantes ont des vertus que n'ont pas les produits chimiques fabriqués à partir de la plante. C'est ce qui a bien ennuyé l'OMS, c'est que l'artémisine, les produits faits à base d'artémisine, qui viennent de l'artémisia, sont 1000 fois moins efficaces que la plante elle-même. Ah oui. C'est pour ça que l'OMS, qui est tenue par la chimie, a rejeté l'artémisia. Parce qu'ils ne veulent pas des choses naturelles. Ils veulent des choses synthétiques. Parce que les choses synthétiques, on peut les vendre cher. Alors que les produits naturels, il n'y a pas des gros marchés. On ne va pas faire fortune en vendant de l'artémisia. C'est sûr. Mais dis-moi du coup, moi quand je prends par exemple de la vitamine C ou la vitamine D ou du zinc, c'est en pharmacie que je l'achète. Donc j'achète un produit qui est synthétique. Alors l'idéal, c'est de prendre de la vitamine C naturelle. C'est-à-dire, donc les fruits. Ou dans les fruits, où il y a des laboratoires comme Celinov ou d'autres qui font de la vitamine C liposomale. C'est-à-dire c'est de la vitamine C naturelle, mais comme elle est dans des liposomes, on n'a pas besoin de prendre d'énormes quantités. Donc c'est plus facile. Alors, autrement, dans la vitamine C, on peut trouver de la naturelle ou de la synthétique, mais c'est mieux que la naturelle est mieux. Pareil pour le zinc ou pour d'autres choses. Plus on a des formes naturelles, mieux c'est. C'est une dynamique et c'est pour ça qu'il faut une éducation des gens. Parce qu'il faut leur apprendre peu à peu à quitter le système industriel toxique et les médicaments chimiques et à entrer dans une dynamique qui est l'alimentation vivante, qui est les compléments alimentaires et qui est aussi le jeûne. Parce qu'un des grands moyens de stimuler notre immunité, c'est de jeûner. Et qu'on arrête de manger, n'est-ce pas? L'alimentation, chez la plupart des gens, le fait de manger fait que leur corps a 50 à 60% de son énergie qui est mobilisée pour digérer des aliments toute la journée. Ben, il n'a plus le temps de faire le ménage. Et du coup, les maladies apparaissent. Dès que les gens jeûnent, cette énergie est récupérée par le corps pour faire son travail d'auto-guérison. Et moi, ça m'enthousiasme. Depuis un demi-siècle, j'ai vu beaucoup de gens qui jeûnent. Il y a presque pas de maladie qui résiste à 2, 3 ou 4 semaines de jeûne. C'est passionnant, le jeûne. Parce que ça permet au corps de faire son travail de l'intérieur. Mais tu conseilles quand même d'être accompagné pour le jeûne. On ne peut pas faire ça comme ça seul, non? Disons, c'est comme tout, c'est des choses qui doivent être appris. Alors, nous, on a fait un livre là-dessus qui s'appelle Le jeûne holistique, qui peut aider les gens. Mais l'idéal, effectivement, c'est d'avoir un naturopathe ou quelqu'un qui vous suit et qui vous coach pendant ce jeûne. C'est la formule la plus élégante. Alors, il y a des cas où les gens arrivent à se débrouiller tout seuls, mais s'ils peuvent avoir quelqu'un qui les guide, c'est quand même mieux, c'est sûr. Bien sûr. Et puis, il y a les jeûnes intermittents. Je sais que j'avais écouté une de tes interviews où tu expliquais qu'on pouvait faire de façon journalière. Par exemple, sauter un repas le soir. Ce sont des petits jeûnes qui peuvent aussi permettre au système immunitaire et au corps physique de reprendre un élan. Oui, c'est bien ça? En fait, le jeûne intermittent, c'est plutôt éviter de manger le matin. Parce que manger le matin est une vraie catastrophe. Parce qu'en réalité, la plupart des gens, ils adorent le petit déjeuner, non pas parce que ça leur donne des forces, mais parce que ça coupe l'élimination.
Parce que le corps élimine entre 5 heures et 9-10 heures le matin. C'est les heures d'élimination intense. Alors, si je suis intoxiqué, je me réveille, j'ai les yeux qui collent, je me sens mal, je suis fatigué, je me sens lourd. Et là, j'ai envie de manger quelque chose, de boire un café, de fumer une cigarette. En fait, le petit déjeuner, c'est pour couper l'élimination. Alors que si on boit simplement un verre d'eau, une tisane, on va attendre et peu à peu, on va essayer de manger que midi et le soir, 2 fois. Et puis après, le vrai jeûne intermittent, c'est manger plus qu'une fois en fin d'après-midi. Et ça, c'est l'idéal. Manger qu'une fois par jour nous apporte tout ce qu'il nous faut, mais c'est mieux que manger plus. Et rien qu'avec le jeûne intermittent, les gens, d'abord 2 fois, puis après 1 fois, ils vont tout de suite beaucoup mieux, ils perdent des kilos à toute vitesse. Enfin, c'est quelque chose de simple. Et puis après le jeûne intermittent, on va jeûner 1 jour ou 2 ou 3, puis après on peut faire des jeûnes plus longs. C'est des choses qui s'apprennent peu à peu. Et est-ce qu'on pourrait revenir, Tal, s'il te plaît, sur les graines germées, justement, parce que tu parles des graines germées comme étant des graines avec énormément de vitalité, justement. Et les algues, enfin, tout ce genre d'aliments. Parce que quand on fait un jeûne, j'imagine que quand on prend un seul repas par jour, est-ce qu'on se sent finalement bien plein? Enfin, est-ce que ça suffit pour faire l'activité physique ou intellectuelle? Alors, c'est passionnant de découvrir ça. C'est que les graines germées, c'est simplement qu'une graine, dès qu'on la passe à la mouture et qu'on fait de la farine avec, elle a perdu 95% de sa vitalité. Alors que quand on la fait germer, il y a une augmentation extraordinaire des forces de vie, des vitamines, notamment la vitamine C, la vitamine, tout ça. C'est une explosion de force de vie dans la graine qui a germé. Donc, la graine germée va donner aux gens une vitalité fantastique. Alors, le plus facile à expérimenter, par exemple, c'est de faire une cure de tournesol germé. Tournesol, c'est la championne des graines germées parce qu'elle germe déjà en une nuit. Les autres, il faut 3-4 jours, il faut des bocaux. Mais le tournesol, vous le mettez dans l'eau, il commence à germer. Le lendemain matin, vous rincez. Alors, ça ne se voit pas qu'il germe, mais il est déjà en train de germer. Vous rincez et vous avez un aliment extraordinaire. Et vous pouvez, par exemple, ne manger que ça pendant 2, 3 ou 4 semaines. Vous allez vous porter très, très bien. C'est une façon, c'est presque un jeûne, mais c'est une façon de découvrir la puissance de ces graines germées. D'accord. Après, il y a les autres graines germées, on fait germer des lentilles, c'est tout un monde à découvrir, mais c'est un monde passionnant parce que c'est vraiment des super aliments. Et dans la catégorie des super aliments, il y a aussi toutes les algues, parce que tout ce qui vient de la mer, la spiruline, les algues bleues, etc., c'est des aliments extrêmement détoxicants qui aident le corps à bien vivre. C'est une des raisons pour lesquelles les Japonais, par exemple, qui mangent beaucoup d'algues, ont une bien meilleure longévité, moins de maladies que les Américains. C'est intéressant d'observer ça. Il y a ça des coutumes. Alors, il y a les algues. Après, il y a toute une liste que je ne vais pas faire ici parce qu'il y en a trop. Il y a le pollen, par exemple, qui est un super aliment fantastique, très riche en toutes sortes de vitamines, etc. Donc, tout ce qui vient de la nature se complète bien. Mais j'ai une question par rapport, donc ça, c'est des questions que l'on m'a posées. Hein. Est-ce que du coup, la protéine végétale, donc algues ou simplement des végétaux, elle va remplacer la protéine animale? Bien sûr, 1000 fois mieux. Et Ah ça, oui. l'erreur ce qui s'est produit, j'explique ça dans mon livre là-dessus, ce qui est passionnant, c'est ceci. C'est qu'il y a eu un chercheur aux États-Unis qui a vu que si on donnait à des rats tous les acides aminés ensemble, ils grandissaient plus vite que si on lui en donnait quelques-uns différemment. Donc, il en a conclu que les protéines complètes, c'est ce qu'il y a dans la viande, où il y a tous les acides aminés, c'était mieux que les acides aminés incomplets. Mais ce qu'on a oublié, c'est que dans son étude, les rats nourris aux protéines complètes, donc qui ont tous les acides aminés, comme dans la viande, ils grandissent très vite, mais ils meurent aussi très vite. Alors que ceux qui reçoivent leurs acides aminés par différents aliments, ils grandissent moins vite, mais ils vivent beaucoup mieux. Et là, c'est amusant de voir qu'une seule étude a plongé tout l'Occident dans la croyance que les protéines complètes, comme la viande, c'était mieux que les protéines dites incomplètes. Mais c'est une fausse croyance. La réalité, c'est que si on mange un peu varié, on va avoir certains acides aminés dans le maïs, d'autres là, d'autres là, d'autres là, et le corps, avec ces acides aminés, va fabriquer ses propres protéines. Mais il n'y a rien dans la viande qu'on ne trouve pas dans les végétaux. Le fer notamment. Tout. L'histoire du fer. Alors justement, toutes ces croyances, oui, il faut manger de la viande pour du fer, Oui. ça tient pas la route. Parce qu'en réalité, on trouve du fer dans le persil, dans les oignons. Ce qu'il faut, c'est avoir des aliments variés. Mais quand on a des végétaux variés, on ne peut pas faire de carence. Alors que ce que les gens ne savent pas, c'est que dès qu'on mange de la viande et des produits laitiers, là, on va faire des carences. Parce que ces aliments, ils sont tellement chargés aujourd'hui de pesticides, d'antibiotiques, etc., qu'ils vont nous déséquilibrer. Et les gens, curieusement,
les gens qui mangent beaucoup de produits animaux font beaucoup plus de carences que ceux qui sont des végétariens ou des véganes, qui ont pratiquement pas de carences, pour simplifier. D'accord. Et j'avais un petit retour, un petit clin d'œil de mon enfance où j'ai grandi avec la chanson Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Parce que je crois que c'est complètement faux, hein? Comme le dit le sous-titre de mon livre, Voilà, des les aliments dangereux aliments dangereux. pour notre santé et pour notre planète. Parce que le lait, n'est-ce pas, il faut comprendre ça, c'est que le lait de la vache, c'est un aliment pour le veau. Et dans le lait de la vache, il y a d'abord beaucoup de protéines et de graisses qui ne conviennent pas à l'être humain. Et puis, il y a un message qui est de dire au veau, pousse tes cornes et ta queue et grandis d'1 kilo par jour. Alors, quand le petit bébé humain reçoit ce lait, ben, il ne comprend rien de ce qui se passe. Il reçoit des ordres qui ne lui correspondent pas. Donc, là, le lait végétal, le lait animal, ne Annuel. convient pas du tout à l'être humain. Et la plupart des maladies d'enfance, les otites, les bronchites, les appendicites, enfin, toutes ces maladies en hit, sont très souvent, pas que ça, mais très souvent, liées aux produits laitiers. Quand les enfants du lait de vache, de la viande, là, ils font ces maladies en hit. Dès qu'on leur donne des végétaux, comme par hasard, ils ne font plus ces maladies du tout. Moi, j'ai vu ça depuis un demi-siècle. C'est que les enfants nourris avec des végétaux ne font presque pas de maladies d'enfance. Ou s'ils les font, ça dure 1 heure ou 2 ou 1 jour ou 2. Mais tous les enfants qui ont beaucoup de ces produits animaux, ils passent d'une bronchite à l'autre, ils n'arrêtent pas et on leur donne des antibiotiques et ils sont malades. Et pour revenir aussi aux personnes âgées ou par rapport à l'apport de calcium, on nous conseille aussi de manger du fromage pour récupérer le calcium Ça peut pour les os. Parce que ce qu'on oublie de nous dire, c'est que oui, dans le lait, il y a beaucoup de calcium. Mais quand on prend du lait de la vache, comme il y a beaucoup de protéines dans ce lait de vache, pour éliminer ces protéines, le corps a besoin de beaucoup de calcium. Donc, il va prendre du calcium dans les dents et dans les os. Donc, curieusement, le lait de vache, non seulement n'apporte pas du calcium, du bon pour les os ou pour les dents, mais il nous en fait perdre. Et ça, c'est prouvé par des grosses études, moi j'ai vu ça dans mes livres, qui montrent que les pays qui mangent beaucoup de produits laitiers ont beaucoup plus d'ostéoporose, de problèmes, que les pays qui n'ont pas ces produits-là. Donc, ce sont des mythes. La croyance que la viande donne des forces ou que le lait, c'est bon calcium, c'est pour les os, ce sont des mythes qui ne résistent pas à l'examen scientifique. N'est-ce pas? C'est là que c'est intéressant. Parce que, je vous donne un exemple, le premier livre que j'ai publié, c'était il y a 40 ans, ça s'appelait Viande et santé, d'un professeur américain, et qui montrait que la viande rend malade. C'était assez révolutionnaire à l'époque. Et j'ai dû attendre 40 ans pour que l'OMS, l'année passée, a dit « oui, la viande, c'est cancérigène ». Ils ont fini par comprendre quelque chose. Alors, n'est-ce pas, il y a toujours ça, c'est qu'il y a un courant, ce qu'on peut appeler la naturopathie, qui enseigne les lois universelles de la vie. L'alimentation vivante, des choses de base. La guérison par l'intérieur, et toute cette dynamique, elle était battue en brèche par la médecine moderne qui a dit non, 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 la seule chose qu'il faut, c'est des vaccins et de la chimie, laissons tomber ces idées du passé, et à la suite du grand Pasteur, on s'est mis à lutter contre les virus et les bactéries, alors que ce ne sont pas des ennemis. Et se rappeler les lois essentielles de la vie, qui ne pas depuis des milliers d'années. J'aimerais revenir par rapport donc au côlon. En fait, tu as aussi un domaine, aussi une spécialité avec la thérapie du côlon et notamment tu expliques que le côlon est notre premier cerveau. Tu expliques aussi qu'on est constitué de milliards de bactéries et donc c'est aussi ici que se situe notre système immunitaire majeur, selon toi? Oui, tout à fait. Le microbiote, c'est-à-dire cet ensemble de bactéries. C'est extraordinaire de penser qu'on a 1,5 kg de bactéries dans notre côlon. Ah oui. C'est quand même pas mal, 1,5 kg. Et ce ne sont pas des ennemis. Elles travaillent pour nous, elles fabriquent des vitamines. La vitamine B12, elles fabriquent des vitamines. Mais pour que ce microbiote, c'est-à-dire l'ensemble de nos bactéries intestinales, se porte bien, il ne faut pas les empoisonner avec de la chimie ou avec de l'alcool ou avec des choses qui les rendent malades, qui les tuent. Donc le drame d'aujourd'hui, c'est que justement le système immunitaire, la partie du côlon est très importante. Parce qu'avoir un côlon en bonne santé, c'est vital. D'ailleurs, c'est ce que disait Bouddha il y a longtemps. Il disait un sage, c'est quelqu'un qui a un intestin qui fonctionne bien. Alors, le drame de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est qu'à cause des aliments déséquilibrés, ils sont constipés, enfin, ça fonctionne mal. Alors, nettoyer son côlon est une des techniques naturopathiques de base. On fait un lavement, de l'hydrothérapie du côlon. C'est des choses fondamentales. C'est d'apprendre, on peut aussi prendre des purges, de ricin ou du chloromagène. Enfin, il y a des choses qui permettent de mieux nettoyer, mais avoir un côlon qui fonctionne bien, c'est fondamental. Parce qu'on sait par exemple que la plupart des cancéreux ont une histoire de constipation pendant des années.
Ah oui. Donc, ça met en avant sa valeur de la naturopathie qui est ne vous empoisonnez pas d'une part, et puis nettoyez votre côlon de temps en temps par des produits naturels ou par des lavements. Ça fait partie des techniques de santé de base. Est-ce que tu conseilles en fait de suivre un nettoyage en fait du côlon comme pour détoxifier en fait l'organisme, peut-être entre chaque saison? Je crois que c'est conseillé. Et alors, c'est ça. Il y a deux façons de le faire. Il y a soit la poche à lavement qu'on a chez soi, ça Mhm. va à la maison, c'est bien. Et de temps en temps, faire une hydrothérapie, c'est qu'on va chez un spécialiste avec une double canule qui va faire passer beaucoup plus d'eau dans le côlon. Faire ça une fois deux par année, c'est sensationnel. Mhm. Vraiment, c'est une très bonne technique. Moi, je l'avais découverte à l'Institut Hippocrate il y a une cinquantaine d'années. Il y avait un enfant, ils étaient encore à Boston à l'époque, mais il y avait un enfant qui avait une leucémie. Il arrive à cet institut, puis on voit qu'il ne va presque pas aux toilettes. On lui fait une thérapie du côlon. Pratiquement, sa leucémie a disparu en quelques heures. Donc, ça m'a montré la valeur de cette méthode. Et c'est pour ça que ma première secrétaire, c'était il y a une cinquantaine, et là, elle est devenue hydrothérapeute, et c'était la première en Europe. Maintenant, il y en a partout dans les grandes villes. C'est vraiment une très jolie méthode de santé. Alors, on ne peut pas en faire tous les jours, parce que on peut pas mais on peut en faire une fois ou deux ou trois par année, et puis le résultat, on peut faire des lavements chez soi. Mais c'est des méthodes simples, mais puissantes, parce que c'est naturel. Et c'est ce que faisaient nos grands-mères. Quand un enfant était un peu malade, Mhm. on ne faisait pas un antifièvre, on lui faisait une purge, et on le faisait jeûner 2 jours. Et il guérissait naturellement. Et oui, c'est vrai. Et aussi, Tal, quand même, nous sommes tous des êtres différents. Donc, quand tu dis, tu vois, par rapport au régime alimentaire ou au jeûne, etc., de peut-être tous ne pas manger le matin, est-ce que ça va convenir à toutes les personnes? Alors, après, il y a des grands principes. Ce qu'il faut, c'est que les gens apprennent à aller par étapes. Par exemple, le jeûne intermittent, manger qu'une fois par jour, on ne commence pas comme ça. Si quelqu'un a l'habitude d'un gros petit déjeuner, un repas de midi, etc., il faut qu'il y aille tranquillement. Il faut aller par étapes. Tout, Ah oui. tout doit se faire par étapes. Mm. Exactement comme un drogué, on ne peut pas arrêter sa drogue d'un coup, qu'elle soit d'ailleurs chimique ou que ce soit de l'héroïne. Si on l'arrête d'un coup, il se sent vraiment mal. Il faut faire les choses progressivement. Dans la nature, on ne passe pas de l'hiver à l'été comme ça, il faut un printemps. Ah Donc, il faut oui. faire des choses en transition. Donc, il faut soutenir les gens dans un processus où peu à peu, on va diminuer la charge toxique Mhm. et on va augmenter les choses naturelles, mais d'une manière agréable, sans Ouais. forcer. Voilà. D'accord. Et puis, ce que j'ajouterais aussi par rapport à ça, c'est que, et c'est là le rôle des naturopathes ou des conseillers en santé, c'est d'accompagner les gens dans une dynamique où peu à peu, on va découvrir la puissance des moyens naturels. Et on va Mm. pouvoir remplacer les béquilles chimiques artificielles par la nature. Parce que la nature a toujours raison, finalement. C'est Mhm. toujours Oui, le c'est vrai. corps qui se guérit. C'est ça le C'est point. c'est vrai. Tu as parlé de toxicité et je pensais au sucre parce que, bon, personnellement, j'ai une addiction au sucre et j'ai à le travailler. Est-ce que tu pourrais nous en parler de cette consommation où on a besoin de manger du sucre et ça Alors, entraîne une acidose, je sais, au niveau du côlon notamment? je dirais que le sucre, c'est la drogue dure la plus toxique actuellement. Eh oui. Pourquoi? Parce que l'héroïne tue peut-être quelques personnes, mais le sucre tue énormément. Et le sucre, c'est la cause. Le fait d'avoir trop de sucre, c'est la cause numéro 1 du diabète. Et le diabète rend beaucoup de gens malades. Ce n'est pas 1 ou 10, ce sont des millions de gens dans le monde maintenant qui Eh font des oui. Eh oui. à cause de l'excès de sucre. N'est-ce pas? Il y a maintenant dans les aliments 100 fois plus de sucre qu'il y a un siècle. Pourquoi? Parce que tous les produits industriels mettent du sel et du sucre. Eh oui. Les deux. Alors, ces quantités de sucre, alors c'est hallucinant, on voit ça avec les enfants. Un petit enfant, quand peu à peu on lui donne du sucre, il devient drogué. Il faut qu'il ait sa dose toutes les 2 heures. Mm. Alors, du coup, il va avoir son sucre le matin au petit déjeuner. À 10 heures, il reprend quelque chose de sucré. À midi, à 2, à 4, et à 12 ans, il va être obèse. Parce que trop de sucre, c'est incompatible avec la santé. Et malheureusement, il y a du sucre partout aujourd'hui. Donc, c'est tout un travail à faire pour détoxiquer les gens du sucre progressivement, pour leur enlever cette drogue. Mais c'est la drogue la plus dure et c'est la drogue qui tue le plus aujourd'hui. C'est vrai. On parle aussi, Tal, du gluten. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est un très bon point. Le problème du grain de blé, c'est que si je prends un grain de blé, que je le fais germer, j'ai un aliment sensationnel. Et avant, du temps du Christ, par exemple, le pain essénien, c'est qu'il prenait du blé germé, il le séchait au soleil, il le passait dans une meule et il le séchait au soleil. C'était du pain naturel et vivant. Oui. Puis que on prend le grain de blé, on le moud, on fait de la farine est trop riche en gluten. Et ce gluten, c'est le côté, la pâte qui colle, et c'est très toxique pour l'être humain.
Alors, après, il y a des côtés individuels. Il y a des gens qui le supportent pas mal, et d'autres un tout petit peu. Moi, je sais que ma propre fille, quand elle était petite, une seule tartine, elle était malade une semaine, parce qu'elle avait une allergie totale au gluten, donc elle était intolérante au gluten. Alors, suivant les gens, le gluten est plus ou moins toxique. Mais un Français qui sort de la boulangerie avec ses baguettes sous le bras, ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'à cause du gluten qui est dans son pain raffiné, ce qu'il mange va mettre 8 jours pour ressortir. Parce que le gluten, c'est comme une colle qui bloque les choses dans le tube digestif. Alors que si je mange des fruits et des légumes, ce que je mange ressort le jour même. D'accord. Ça, il faut le savoir. Donc, viande, lait et gluten, c'est les trois, plus le sucre, bien sûr, mais c'est les éléments fondamentaux qui rendent les gens malades dans notre société. Donc, c'est ça qui demande une éducation. D'accord, Tal. Et concernant du coup les féculents, est-ce que du coup dans l'alimentation vivante, il n'y a plus de féculents? Si, alors, l'idéal, c'est de les avoir germés, mais après, dans le vivant, on peut avoir des aliments crus et quelques aliments cuits. Et là, si on fait un peu de quinoa ou de sarrasin, Ah oui, d'accord. on peut avoir des choses cuites en petite quantité, mais on peut en avoir. Il ne faut pas être absolutiste dans ce domaine. C'est ça. Oui, oui. Restons ouverts et puis chacun a son rythme. Euh, Ah oui, mais concernant évidemment le contexte actuel, La contagion, ça existe, mais ce n'est pas un virus que j'ai craché, qui est tombé sur mon voisin. C'est que dans la vibration, nous nous transmettons des ondes. Si vous êtes près de quelqu'un qui est déprimé, donc il est avec une longueur d'onde faible, au bout d'un moment, vous allez être déprimé vous aussi. Et au moment où votre taux vibratoire baisse, soit à cause de vous, soit parce que vous rencontrez des gens qui vous tirent vers le bas, les deux existent, quand votre taux vibratoire baisse, votre corps, pour se guérir, va déclencher une maladie virale ou bactérienne pour se dépolluer. Donc, dans cette optique, les virus et les bactéries ne sont pas des ennemis qui nous attaquent par pure malchance parce que j'ai croisé quelqu'un qui l'avait, mais c'est un processus sain de nettoyage du corps. Et vouloir tuer ces virus et ces bactéries, c'est une des grandes folies de notre époque. non, d'accord, je La comprends. contagion existe, mais elle est avant tout électromagnétique, avant d'être physique. Et c'est pour ça que les masques que les gens mettent aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de travaux scientifiques sérieux qui montrent que ces masques ont la moindre utilité. Par contre, et moi je mets ça sur mes blogs, j'ai des blogs, et je mets tous ces travaux scientifiques, et il y en a des dizaines, qui montrent que les masques, c'est inutile, parce que les virus passent à travers, comme un moustique traverse un grillage. Croire que les virus s'arrêtent là, ça ne tient pas la route. Des gouttelettes, il y en a de toute façon. Mais surtout, les masques font que les gens respirent mal. Et c'est un drame actuel. C'est que tous ces enfants auxquels on met un masque décidant, ils respirent très mal. Ils tombent malades, ils sont fatigués. Une étude qui est sortie en Allemagne il y a quelques jours, 25 000 enfants étudiés. 60% de ces enfants, à cause du masque, ils ont mal à la tête, ils sont fatigués anormalement, ils sont mal. Enfin, c'est une catastrophe. C'est presque une sorte d'assassinat collectif, ces masques. Pour quelque chose qui n'a aucune base scientifique. Ça ne tient pas la route. Mais ce que je vois de positif, c'est qu'il faut que les gens s'éveillent. Que la santé ne viendra jamais ni d'un masque, ni d'un vaccin, etc. La santé, c'est nous qui devons la créer de l'intérieur. C'est ça, l'éveil des consciences qui est en train de se produire. Et alors, dans cette optique, je dirais que la première chose à faire pour renforcer son immunité, on a déjà parlé des côtés alimentation, algues, etc. Mais la première chose à faire, c'est lâcher la peur. Parce que tant que je suis dans la peur, je bloque mon système immunitaire. Donc, l'exercice que je donne, il est tout simple. Vous êtes là avec la peur, vous dites, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Ah, ben, je vais me faire vacciner. Tout ça, c'est un monde de folie. Ce qu'il faut, c'est quand vous avez peur, il faut la lâcher. Pour ça, vous allez aspirer votre peur, et puis vous allez faire on tire la langue, allez sur votre corps vibrer, vous expirez à fond, et quand vous avez la vide d'air, tout d'un coup, vous respirez. Vous respirez profondément, vous dites, je suis vivant. Et là, quand vous avez lâché la peur, le système immunitaire remonte à 100%. Oui. J'avais fait, il y a 30 ans ou 40 ans, une trentaine d'années, des malades du sida. Ils étaient hyper stressés. Alors, on dosait leurs anticorps salivaires. On voyait que leur immunité était à 3%, 4%. Ils étaient vraiment en mauvais état. Ils étaient dans le stress et leur immunité très basse. On leur faisait faire un exercice. Alors, ça peut être la peur ou simplement danser un moment en tirant la langue, crier, pleurer, hurler. Bref, un exercice qui libère l'émotion. 30, 40 secondes après, on reprenait les anticorps salivaires. L'immunité était à 100%. Donc, ils avaient la preuve qu'en quelques instants, ils pouvaient remonter leur immunité au top. Ça, c'est le côté émotionnel. Et ça, c'est capital. Parce que je dirais qu'aujourd'hui, la peur tue beaucoup de gens. Parce que cette peur, elle les fait mal vivre. Parce que quand on est dans la peur, on n'a pas une vie agréable. Alors, quand on lâche cette peur, ça y est, on se reprend en main.
Et là, on va pouvoir faire une démarche pour que toutes les autres choses jouent avec. Mais je dirais le plus important aujourd'hui, c'est ça. Il y a un dessin humoristique que j'ai vu l'autre jour qui m'a fait rire, qui disait, si vous voulez ne pas attraper le Covid, ne pas en souffrir, le plus important, c'est de jeter votre télévision par la fenêtre. Parce que cette peur entretenue par les médias, qui vous donnent tous les jours des de chiffres, et ces chiffres veulent strictement rien dire. Vous savez qu'il y a eu moins de morts cette année que d'autres années. La grippe a tué plus en 2017 et 2015 que cette année. Alors, les chiffres qu'on nous donne sont tout à fait manipulés. Et comme ils n'arrivaient plus à faire assez de chiffres avec leur coronavirus, ils ont inventé ce fameux chiffre des tests PCR. Or, ça ne tient pas la route 5 minutes. Ces tests PCR ne sont pas des tests diagnostiques. Ça ne veut pas dire que vous avez quelque chose. Un test positif ne veut pas dire que vous avez un coronavirus. Ça veut simplement dire qu'on a trouvé des débris cellulaires ou viraux chez vous et le test est positif. Donc, c'est une arnaque colossale. On fait peur aux gens avec ce test. On leur dit, ah, vous êtes positif, on vous isoler. Non, ça ne veut rien dire. Mais ça, c'est le drame d'une science manipulée par des marchands. Alors, les marchands de tests et de vaccins font fortune aujourd'hui parce qu'ils vendent de la peur et ils vous font croire que si vous avez un test négatif, alors tout va bien. Or, ce test, il est faux. Il ne tient pas la route. Et même l'OMS a commencé, pas plus tard que hier, à dire, oui, ce test, regardez comment on le fait. Bref, ils le remettent en question. Enfin. Merci, mais vous faites un test en France, ils multiplient les choses à un certain stade, qui fait qu'on trouve beaucoup plus de positifs qu'en Allemagne. Ils font le test un peu différemment. Les plus sensibles. Les gens ne savent pas, parce que les médias ne parlent jamais de ce qui est important. Ils maintiennent toujours un vocabulaire et un langage d'anxiété, et les experts qui vous parlent à la télévision, ils sont tous, pratiquement tous en conflit d'intérêts. Ils touchent des centaines et des millions de l'industrie pharmaceutique pour vous dire, oui, les vaccins et la chimie, ça va vous sauver, rien d'autre. C'est quand même un monde de fous. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on fasse ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est faire circuler d'autres messages que ces messages d'anxiété et de panique. Bien sûr. Et puis, je pense que tu vas être d'accord aussi sur le fait que la médecine allopathique, elle a aussi ses bienfaits. Et quand j'ai un patient, par exemple, qui a mal ou qui souffre, ou quelqu'un qui s'est fait opérer, on est d'accord qu'elle est complémentaire. Enfin, voilà. L'une et l'autre, quoi. L'image que j'ai, c'est que c'est comme 3 cercles. Il y a la médecine officielle. Un deuxième cercle, c'est les médecines douces, la naturopathie, toutes ces choses plus naturelles. Et puis, il y a les moyens de santé. C'est ce qu'on apprend aux gens à faire eux-mêmes. Et pour moi, les 3 ont leur place. Bien sûr que la médecine officielle a ses lettres de noblesse. En cas d'urgence, elle vous sauve la vie, il n'y a pas à dire. Mais le drame, c'est que cette médecine qui vous sauve la vie aurait dû rester à l'hôpital. Parce que donner un antibiotique à quelqu'un qui est en très mauvais état, ça lui sauve la vie. Oui. Mais donner un antibiotique à un enfant qui fait une petite angine qu'on aurait guéri sans antibiotique, c'est un drame. Donc, la médecine chimique, chirurgicale, a pris trop de place dans notre société. Et ça, c'est des questions, malheureusement, que Big Pharma, c'est-à-dire l'argent qui est gagné grâce aux médecines vaccinales et chimiques, a pris un tel essor. N'est-ce pas? Ça n'existait pas il y a un siècle. Mais c'est devenu la plus grande puissance financière du monde. Ils contrôlent tous les médias, tous les politiciens, et ils font passer le message que le seul salut vient d'eux. Alors que non, il faut du bon sens. On ne va pas renoncer à des unités de réanimation. Non, voilà, c'est ça. Tout à sa place. Il y a des choses. Si par exemple, tout simplement, c'est ce qui est montré aujourd'hui, c'est que si tout simplement les gens prennent un peu de vitamine D, font 2-3 choses simples, il y aura beaucoup moins de gens qui vont aller en réanimation à l'hôpital. Parce qu'on voit que les médecines naturelles, on se sait bien, c'est que quand on les prend tôt, puis une tisane d'artémisia, et vous allez vivre le Covid, ça durera 3 jours ou 4, mais vous n'allez pas aller dans le côté grave. Parce qu'on sait aujourd'hui que, par exemple, ce fameux Covid-19, il tue que 0,5% de gens. C'est très, très peu. Très, très peu. Et 99,5% des gens vont très bien. Ce n'est pas une grippe pire que les autres années. Mais l'information qui est donnée ne donne pas. Ces chiffres-là, on les trouve sur des sites Internet, mais pas dans les journaux. France 3 en France, qui ose dire autre chose. Mais les autres, ils sont tous conditionnés. À cause de l'argent qu'ils touchent, ils répètent le même message anxiogène. Oui, c'est vrai. Donc, si je comprends bien, là, donc, dans la période actuelle, pour booster notre système immunitaire et le renforcer, c'est vraiment s'intéresser à notre corps physique, la base. Donc, direction la naturopathie, quand même. Exactement. Et puis, lâcher nos émotions. Et les émotions. Mais c'est clair que, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on le voit d'ailleurs. Moi, j'ai vu la chose suivante, c'est qu'il y a 50 ans en arrière,
les médecins avaient beaucoup d'importance. On faisait confiance au corps médical. Et puis, peu à peu, les gens se sont plus méfiés de la médecine et la naturopathie a commencé à grandir. Et aujourd'hui, par exemple, l'année passée, aux États-Unis, c'est intéressant de savoir, il y avait plus de consultations chez des ostéopathes et des naturopathes que chez des médecins. Donc, la bascule se fait. C'est que la naturopathie, les lois de la vie, passent de mieux en mieux dans le public, qui comprennent que oui, la médecine, on va la garder pour les cas gravissimes, etc. Mais pour les choses simples, on ne va pas se précipiter dans des médicaments chimiques, on va commencer par des choses naturelles. Il y a une logique là-dedans. Ouais, tout à fait. Et prendre soin de ses émotions, comme tu l'as dit, mais également l'activité physique. Donc, tu en as parlé. Euh, Tu préconises quelque chose en Alors, particulier? j'en ai peu parlé parce que ça, les gens le savent, c'est qu'il faut bouger. Alors ensuite, la clé, c'est de faire des choses agréables. C'est-à-dire, faire ce qu'on aime faire. Ça peut être danser, ça peut être faire de la course à pied. Chacun doit trouver une activité physique qui lui plaît et dans laquelle il fait bouger son corps. Il y a un autre point amusant dans cette dynamique, c'est le froid. Le froid, c'est un excellent agent de stimulation du système immunitaire. Donc, prendre une douche froide le matin pour aller se baigner dans le Rhône, moi je fais ça tous les Oh matins, là! c'est génial. Ça Ah oui. stimule l'organisme. Le froid, c'est un agent thérapeutique merveilleux. Ah bon? Hormèse, c'est des techniques simples, mais qui permettent de dynamiser notre corps. Parce qu'autrement, si on est tout le temps au chaud et qu'on ne bouge pas assez, le corps n'est pas stimulé. Alors, comme toute stimulation, il faut que ça soit bien sûr dosé. Moi, quand je vais dans le Rhône, j'y reste pas 3 heures. Comment tu fais? Tu rentres, tu sors? J'y reste 1 ou 2 minutes. Mais avec D'accord. l'entraînement, j'augmente chaque jour un petit peu plus. Mais si vous voulez, le froid, c'est dosé. C'est vraiment un très bon moyen de se faire du bien. Ça peut être une simple douche froide. Mais D'accord. c'est des choses à découvrir. Ah Alors, oui, d'accord. il y a des tas d'autres méthodes. La naturopathie, c'est ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de choses. C'est des choses à explorer, à découvrir. Et puis après, une fois qu'on a vu que ça marche pour nous, on n'a qu'une envie, c'est d'aider les autres à découvrir ça eux aussi. Donc, c'est pour ça. C'est des choses qui ne peuvent que se répandre de plus en plus dans notre société. Ben oui, on le souhaite. Et concernant l'eau, je sais. Si on mange beaucoup de fruits et de légumes, il y a beaucoup d'eau dans les fruits et dans les légumes, donc on n'a pas tellement besoin de boire de l'eau. Si on mange que des aliments concentrés comme les aliments industriels, là, il faut boire pour mieux Ah éliminer. oui, d'accord. La règle. Donc, moi, je dis aux gens, il n'y a pas une règle. Il ne faut pas dire aux gens, buvez 1 litre ou 2 par jour. C'est en fonction de vous, santé, si vous avez besoin de boire plus ou moins. Mais c'est vrai que chez des gens très intoxiqués, boire plus peut aider à commencer l'élimination. Et puis après, si on passe aux légumes et aux fruits, on n'a presque plus besoin de boire de l'eau en plus. Un point très important, c'est que c'est important d'avoir de l'eau de bonne qualité. Parce que l'eau du robinet, aujourd'hui, l'eau en bouteille, c'est une vraie catastrophe. Donc, il y a aujourd'hui, nous, on a comme ça un voisin étonnant. Il s'appelle Hervé Moser. Il a une société qui s'appelle H2O Gaia. Et il a trouvé un moyen extraordinaire de faire un filtre qui nettoie l'eau de façon très, très puissante. Mais ensuite, il la reminéralise naturellement et il met un vortex pour la redynamiser. Donc, il arrive avec son filtre à avoir une eau extraordinaire qui est non seulement nettoyée, mais qui est pleine d'énergie. Donc, c'est des choses passionnantes à découvrir. D'accord. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un système de filtration chez soi qui fait qu'au lieu d'acheter vos bouteilles et les transporter, vous avez un petit appareil qui nettoie l'eau chez vous. Et comme ça, vous avez une eau à la maison. D'accord. D'accord. Eh bien, merci, Tal. Le site H2O Gaia, vous aurez l'information. On regardera ça. D'accord. Merci beaucoup. Mais moi, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, prendre soin de soi, la santé holistique, c'est vraiment tous les corps, les 4 corps à prendre en considération. Mais prenez soin de vous. Tal, je te remercie infiniment et je te dis à bientôt alors. C'était avec plaisir. Merci beaucoup et passez tous une très bonne journée. Et que la santé prospère. Et moi, je conclurai en disant que j'avais lancé il y a 50 ans un slogan qui, à l'époque, était révolutionnaire. Je disais, la santé, ça s'apprend. La santé, ça s'apprend. C'est que vous avez appris à parler, à marcher, à conduire une voiture. Il s'agit d'apprendre à être en bonne santé. Ça s'apprend. Et quand vous mettez en place tout ça, soutenu par un naturopathe ou quelqu'un qui vous guide, vous allez faire des expériences merveilleuses parce que vous allez voir que vous pouvez passer de l'état de souffrance et de maladie, etc., à peu découvrir que waouh, la vie est belle et que les oiseaux chantent, quel que soit votre âge. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à gérer sa santé. Et moi, c'est ce qui me fait beaucoup d'enthousiasme, c'est que je vois des gens qui, à un moment de leur vie, étaient vieux, fatigués, malades. Ils ont fait une démarche et puis quelques temps après, ils sont pleins de vitalité, de joie de vivre. Et c'est ça, nous sommes faits pour être heureux. C'est ça la clé. Oui, je suis d'accord. Alors, apprenons la santé. Avec plaisir, Tal. Merci et à bientôt. Au revoir.
C'était au cœur de ça. Un prénom qui est avec ça, puisque Laetitia, c'est la joie. Ah oui, c'est vrai. C'est la joie, c'est vrai. Et la joie règne. Merci, Tal. Bonne journée. Au revoir.